Alors le sujet du permis B à 4 tonnes 250, c'est un gros sujet. Sur le net, oui, il y en a beaucoup qui se sont emparés de ce sujet qui n'intéressait personne au moment où la consultation, au moment où on a véhiculé cette consultation européenne. Hein, ça n'intéressait personne, hein, c'est simple, il y en a très très peu qui en ont parlé. Je lui ai apporté mon Berquet. Oui. Alors Berquet, en fait, ça filtre pas le calcaire, c'est pourri. Donc elle a dit, écoute, moi j'aimerais bien avoir un filtre comme le tien quand même. Elle me dit, tu pourrais quand même un peu te bouger le cul, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on a fait? J'ai appelé, c'est Julien. Alors Julien, merci beaucoup pour le filtre. C'est Hydrassure. Dedans, qu'est-ce que t'as? T'as une petite notice. Et t'as l'assure. T'as le truc que tu peux coller double face pour pouvoir éventuellement le détacher, tu vois, avec un scratch. Et ça, tu viens le poser sur ton plan de travail ou sur ton évier. Ça vient se raccorder directement à la place du bec. Okay. Et ensuite, tu mets la cartouche dedans. Là, il y a un mamelon, tu vois. Il y a un mamelon adaptateur. Nous, on aura besoin d'un femelle, en fait. Donc, on n'a pas besoin du mamelon. Sans mauvais jeu de mots, hein. J'aime pas trop les trucs comme ça où tout de suite, ça se transforme, c'est transformé, déformé. On va le coller ici, et ensuite, on viendra mettre l'adaptateur ici. Hein, dessus. Alors j'ai un nouveau adaptateur aussi. Alors, ça, tu l'enlèves. Voilà, regardez bien. C'est faire, hein. Voilà, ça, on l'enlève, parce que ça, c'est le porte-filtre. On va mettre le filtre dedans ensuite. Je voulais insister. C'est vrai que, suite à la vidéo que j'ai fait concernant ce filtre, il y en a qui sont allés le chercher partout, il y en a qui en ont trouvé chez Amazon et qui se sont dit c'est les mêmes, mais ils sont beaucoup moins chers. Sauf que c'est pas du tout les mêmes. Il y en a qui sont allés beaucoup plus loin, tu verras, en suivant, je te lirai un petit peu ce qui a été répondu par les fournisseurs respectifs. Celui-ci est beaucoup plus performant, beaucoup plus performant. Le porte-filtre, ça reste sensiblement le même, dans le même esprit. Par contre, le filtre qui est à l'intérieur, celui-ci, marche vachement mieux. On va expliquer ça ensuite. Hein. On a dégraissé, on va coller ici, directement, le porte-filtre, ici. Voilà, on va le mettre là, bien au fond. Tu vois, je le colle bien solidement. Et ensuite, on vient mettre celui-ci, ici, voilà, comme ça. Ça, c'est très astucieux aussi. Pour le camping-car, c'est génial. Hein. Franchement, c'est vraiment bien. Hein. Voilà, tu vois, tu fais ça, tu serres. Là, c'est l'eau normale. Et là, c'est l'eau qui passe par le filtre. Un filtre unique combinant plusieurs actions. Nouveau polymère filtrant breveté unique qui permet un traitement complet de l'eau pour éliminer les éléments polluants avec une seule cartouche. Ça traite le tartre, il y a du charbon actif, il y a un indicateur de fin de vie. Donc, une diminution du débit d'eau du robinet indique la fin de la durée de vie de la cartouche. Il est possible d'augmenter la durée de vie de l'élément filtrant en le frottant avec une brosse douce à l'eau claire. Il y a de l'argent dedans à l'intérieur, hein, il y a de l'argent, pas des billets, hein, l'argent. Hein. L'argent contenu dans le matériau filtrant empêche efficacement la croissance des virus et des bactéries. L'argent est en forme de métal, non nano, et est intégré dans le matériau de manière non lavable. Pas de risque de délargage. Au moment où tu vas demander ton filtre, tu vas faire une photo avec un mètre à côté du bec que tu as démonté, comme ça on t'enverra le bon adaptateur. Ça c'est en fonction, de toute façon il te le demandera, hein, Julien. La cartouche est fournie en sachet afin de maintenir un taux d'humidité nécessaire à son bon fonctionnement. Tu vas le visser dans la base, côté vis, bien droit, attention. Hein. De toute façon, si c'est pas droit, ça vise pas. Non, non, ça va te foirer si c'est pas droit. Tu fais comme je te dis, sinon je le répète à tout le monde. Alors, tu vois, c'est... Anicia vis. Est-ce qu'elle visse? On va mettre ça maintenant, voilà, on met ça. Voilà. Alors il faut faire couler de l'eau pour le remplir. Attention, on va le remplir. Avant la première mise en eau, retournez le filtre, attendez l'évacuation de l'air, puis remettez le filtre en position normale avant la première utilisation. Rincez le filtre en faisant couler de l'eau à travers celui-ci pendant 2 à 5 minutes. Tu peux garder l'eau pour les plantes et la vaisselle. Nous, on préfère le gaspiller. Normalement, on n'aurait pas dû le mettre sur le plan de travail avant de l'avoir rincé.
Comme d'hab. T'as déjà fait, en plus, c'est la deuxième fois que tu fais... C'est la deuxième fois que je lis la notice après, c'est ça mon problème. C'est que je pense tout savoir, hein, et puis finalement, je sais pas. Bon. Voilà, maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu prends un verre d'eau. C'est ça qui est bien. Tu prends un verre. Je vais prendre le mien. Voilà. Ça, c'est de l'eau dégueulasse, ça la filtre avec autre chose. Tiens, hop, on fait ça. Tu prends ton verre d'eau, tu remplis. Alors, mais c'est quand même pas mal, hein? Et là, je te conseille. Non, tu peux pas boire tout de suite. Bien sûr que si, là c'est bon. Il n'y a plus de particules rouges, il est là, ça fait 2 fois qu'on le rince. Ah bon? Mais ça va pas couler 5 minutes? Pourquoi il faut filtrer l'eau aujourd'hui? C'est que il se dit maintenant, dans les milieux autorisés, que l'eau du robinet, elle est impropre à la consommation, même si on la consomme. L'eau en bouteille, elle est impropre à la consommation. Donc il faut absolument filtrer l'eau. Maintenant, tu sais qu'Eva, elle avait un filtre, alors avant le Berquet on l'a amené chez mes parents, ça, elle en veut plus. Elle a un filtre comme ça, Britax, ouais. Brita, et elle met l'eau tout de suite dans un broc en verre pour éviter justement que ça reste dans le plastique. Ça c'est vraiment une solution compacte. Tu vois, ça prend pas de place, c'est sur le plan de travail. Moi, dans mon camping-car, ça prend pas de place non plus. Et moi, je l'ai essayé, ça fait un petit moment que je l'ai. J'en suis super content. Et Eva, elle a vu ça, elle a biché, elle a dit non. Mais... Ah oui, parce que ça prend pas beaucoup de temps, c'est joli, c'est vraiment... Ouais. Berquet, c'est quand même énorme. C'est quand même gros, ça prend la place. Berquet, ils m'ont énervé parce que quand je les ai demandé comment ça se fait, parce que voilà, moi je mesure avec ça, la bouillotte, avec Berquet, au bout de 2 jours, quand je chauffais l'eau, c'était blanc. L'eau était laiteuse. Et je les ai contactés, j'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, ah bah c'est un calcaire, c'est un minéral. Et puis c'est normal que ça passe un peu. Mais moi j'ai des calculs dans les reins, j'ai pas besoin de ça dans mon organisme. Ça, il y en a trop, un tout petit peu, oui. Du coup, elle m'a supplié, écoute, donne-moi ton filtre. Elle voulait reprendre, elle voulait mon filtre. J'ai dit non, écoute, je peux pas. Donc j'ai appelé Julien. J'ai dit Julien. Merci beaucoup Julien. Voilà. moi aussi j'ai eu l'occasion de tester et pour le coup, le gros point fort c'est que comparé aux œufs de Berquet que tu as déjà présenté, tu peux directement consommer. Ouais. Tu sais, t'as pas un temps d'attente et tout. Il y a Scratch, j'ai montré tout à l'heure, il y a Scratch pour pouvoir l'enlever et le remettre. Quand tu veux l'enlever, alors bon, on verra si un jour elle veut décoller ça et puis lui mettre le Scratch et le faire en Scratch. Viens, ici, et puis t'as plus qu'à commander. Je trouve que c'est la meilleure solution aujourd'hui. Alors pour les camions d'expédition, je ne sais pas. Hein. En tout cas, pour le camping-car, c'est vraiment très adapté pour pouvoir boire l'eau de ta cuve. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, sans avoir de gouttes de plastique, et surtout d'avoir une eau filtrée. Parce qu'il y a des systèmes qui vont enlever le goût de plastique, mais qui ne vont pas filtrer l'eau et enlever tout ce qu'il y a de mauvais. Ça t'enlève tout ce qu'il y a de mauvais. Puis ça garde ce qu'il y a de bon, ça enlève pas tout. Et ça garde ce qu'il y a de bon. Le débit, c'est 1,5 litre par minute. Tu peux filtrer jusqu'à 7000 litres d'eau avec ce filtre. Après, il faut remplacer le filtre. Température de l'eau à purifier entre 4 et 40 degrés, donc tu peux même purifier de l'eau chaude. Efficacité du traitement, matière en suspension, la rouille, le sable, les algues et autres impuretés insolubles, jusqu'à 99%. Métaux lourds et radioactifs, plomb, cadmium, cuivre, strontium 90, césium 137 jusqu'à 96%. Le chlore actif jusqu'à 99%, les composés organiques pesticides jusqu'à 85%, les produits pétroliers jusqu'à 88% et les micro-organismes Escherichia coli et virus jusqu'à 99%. Je peux ajouter également que les performances du filtre de la cartouche, plus particulièrement, ont été validées par les laboratoires suivants: Institut Pasteur de Lille, Institut de filtration et des techniques séparatives français, IAPMO aux États-Unis, Université de Ferrara en Italie, NSF selon la norme 42 et 53. Voilà pour les certifications. On va ouvrir le bal avec une information qui a circulé même en commentaire sous mes vidéos. On a notamment eu un écho, on en avait parlé dans un live, j'avais discuté de ça, je me suis même demandé si c'était pas pour ça que j'avais été démonétisé, mais non, la monétisation est revenue, ça n'avait rien à voir. On avait parlé un peu du groupe Trigano et on avait évoqué le projet du groupe Trigano de racheter le groupe Rapido et le groupe Pilote.
Alors c'est pas du tout ça. Voilà. On va rappeler un petit peu ce qu'est le groupe Trigano aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça regroupe quand même pas mal de marques. J'ai pris mon anti-sèche parce qu'on s'y perd. Hein. Alors, pour ce qui concerne le camping-car uniquement, on va pas parler de la caravane. Aujourd'hui, dans le groupe Trigano, on a Adria, Autostar, Challenger, Chausson, Elnag, Fond Vendôme, Notin, Benimar, CI, Euramobile, Kentucky, McLouis, Mobile Veta, Panama, Ranger, Rimor, Roller Team, Tribute, XGO, AS, je sais pas ce que c'est, Elnag, Karman, c'est Karman Mobile, hein, ma foi, Arca, Autotrail et Sun Living. Ça fait déjà de Trigano le plus grand constructeur français, hein, il faut dire ce qui est, mais on ne voit pas apparaître de marque du groupe Pilote ni du groupe Rapido. La confusion est là. Trigano s'est porté acquéreur, et c'est chose faite maintenant, de 3 grands groupes de distributeurs de camping-cars. Il s'agit du groupe CLC, SLC et GLA. Alors, pour te situer un petit peu la chose, ces 3 grands groupes de concessionnaires, hein, ils ont des réseaux, c'est un réseau de distribution, ce sont 3 réseaux de distribution, qui distribuent les marques du groupe Trigano, bien sûr, mais aussi Rapido, Immer, Pilote, Puzzle, Cartago, Hobby et Morello. Ça, c'est des marques qui sont distribuées au sein de ces 3 groupes. Ils font du SAV, ils vendent de la pièce détachée que Trigano, d'ailleurs, leur fournit également. Hein. SLC, c'est 18 sites, et principalement dans l'ouest de la France. CLC, c'est 17 sites dans l'est de la France. Et GLA commercialise des véhicules sous l'ancienne Loisiréo et Muraté sur 12 sites. Et c'est là-dessus que Trigano a été checké par l'autorité de la concurrence. Voilà. Ils ont été rappelés à l'ordre. Et pour régler ce problème, il y avait 7 zones sur lesquelles ils étaient un petit peu checkés. Pour régler ce problème, ils ont dû vendre 2 concessions, tout simplement. Et là, maintenant, quand tu vas acheter un véhicule chez CLC, chez SLC ou chez GLA, dans ces 3 groupes-là, eh bien, tu t'adresses directement au groupe Trigano. Ça veut dire que c'est des concessions qui appartiennent au groupe Trigano. Alors, pourquoi j'ai été creusé là-dessus? Je connais un concessionnaire, je connais très bien, je suis en relation avec un patron de concession, hein, disons un responsable de concession, hein, c'est pas le propriétaire, qui travaillait dans une concession qui n'appartenait pas au groupe Trigano. La concession a été rachetée parce que le groupe a été racheté forcément. Il a quitté la concession parce que les conditions ne l'intéressaient plus et il est allé travailler ailleurs. Et c'est là qu'on discute donc du groupe Pilote et du groupe Rapido, puisque actuellement lui il vend du Rapido dans la concession dans laquelle il travaille. Et c'est là qu'il m'a dit, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Et ce qui fait que j'ai eu envie de creuser et j'ai compris qu'il y avait une confusion entre distribuer des marques et les fabriquer. Non. Et heureusement pour nous d'ailleurs, Trigano ne fabriquera pas sous son enseigne du Rapido et du Pilote ou du Bavaria ou du Le Voyageur, heureusement. Maintenant, il est clair qu'au niveau du monopole, au niveau de la distribution, c'est vrai que tu as de fortes chances, lorsque tu vas acheter un camping-car, de te retrouver face au groupe Trigano, hein, tout simplement. Alors, je te rappelle un peu ce que fait Trigano. Hein. Aujourd'hui, ils rachètent des marques, et tu te retrouves plus ou moins avec le même matériel, souvent les mêmes équipements. Alors, vous savez, dans un camping-car, on retrouve souvent la même chose, mais au niveau des serrures, au niveau de plein de choses, c'est un petit peu comme le concessionnaire, un petit peu comme le groupe Volkswagen. Alors, on ne va pas comparer le groupe Trigano au groupe Volkswagen, parce que ce serait les upgrader un peu, mais c'est un peu la même chose. Tu retrouves aujourd'hui dans des Skoda, dans des Seat, les mêmes commodos que dans une Lamborghini, par exemple, quelquefois. Dans un groupe Audi, dans le groupe Volkswagen, Audi, Volkswagen, Lamborghini, Seat, Skoda pour les plus importants, il y en a d'autres. Hein. Il y a des accessoires, des équipements qui sont commandés en masse pour toutes ces marques. C'est des équipements qui sont fiables, mais c'est vrai que c'est fait un peu bizarre de retrouver dans une Lambo un commodo qui pourrait être monté dans une Audi, par exemple. C'est, voilà, par rapport au prix surtout. Hein. Et c'est un petit peu ce qui se passe, je pense, dans le groupe Trigano, dans une dimension différente. On va retrouver, par exemple, dans un Challenger, exactement les mêmes implantations, les mêmes matériaux que dans un Benimar.
Hein. Alors après, il y a au niveau de l'assemblage, il y a des choses qui diffèrent. Hein. Alors je ne sais pas aujourd'hui où en sont vraiment les camping-cars Chausson, les camping-cars Challenger, etc. Est-ce qu'ils ont corrigé le tir? Parce qu'il y a un moment, Chausson avait fait un communiqué en disant qu'il voulait monter en qualité. Je pense que s'il a fait un communiqué comme celui-là dans la presse, c'est que il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient de la qualité. Est-ce que ça a évolué depuis? Ça, je sais pas. J'ai tenté, moi, de faire une petite review du groupe pilote, mais avec des utilisateurs, et en fin de compte, j'ai eu 3 réponses, en fait. Hein. J'ai eu 3 réponses de gens qui sont intéressés pour parler de leur marque. Je pense pas qu'on puisse faire quelque chose de fiable avec 3 personnes, et après ce sera que mon ressenti, et du coup je laisse tomber l'idée de faire des vidéos sur des marques en particulier, parce que il n'y a pas assez d'utilisateurs qui sont intéressés pour témoigner et pour donner leur ressenti sur une marque. Voilà. C'est un peu comme tout, hein. Aujourd'hui il y a peu de personnes qui se mouillent, tu peux le voir dans la société en général, tout le monde commente, tout le monde regarde, mais personne ne veut dire. Hein, donc on se retrouve avec des choses incroyables qui se passent aujourd'hui, parce qu'on est dans l'inaction, et c'est un peu ce qui se passe aussi dans le camping-car, c'était même encore pire. On l'a vu lors de la consultation européenne pour le permis de conduire. C'était ridicule, les gens qui se sont impliqués et qui ont juste voulu répondre au questionnaire, il y en a eu peu en regard de tous les utilisateurs. De toute façon, on n'a jamais ce qu'on veut, de toute façon, on n'a jamais raison, mais bon, finalement, comme tu n'as pas répondu, tu peux pas te plaindre non plus. Hein. Il y en a qui diront que je suis donneur de leçons, mais bon, malheureusement, aujourd'hui, l'être humain est comme ça. Tant que c'est pas juste devant ses pieds, il n'y en a rien à foutre. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on a souvent des gens qui contestent, qui critiquent les marques parce qu'ils ont eu plein de problèmes avec leurs véhicules. Quelquefois, c'est des problèmes qui me font rire. Hein. Je dois avouer que y a vraiment des choses qui me sont rapportées. Il y a un grincement là, il y a un truc là. Attends, t'es pas dans une Bentley là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sur au départ un utilitaire équipé en camping-car, donc il faut retomber aussi de ton nuage. Quand tu as un problème d'infiltration, de l'eau qui rentre par un lanterneau, je comprends. Quand tu as une poignée qui s'ouvre pas bien, ça va quoi. Hein, faut pas exagérer. Bon, c'est pour ça que c'est difficile et qu'aujourd'hui j'ai abandonné cette idée, comme beaucoup d'autres idées que j'ai abandonnées d'ailleurs, parce que au moment où on veut faire quelque chose, c'est pas suivi. Donc il n'y a pas matière à faire, hein, tout simplement. Alors pour le reste de cette vidéo, ça va être une forme d'FAQ, mais c'est plutôt des réponses aux commentaires et essayer d'éclairer et de dire, il y a des choses qui sont écrites qui sont pas complètement vraies, il y a des questionnements, donc je vais essayer de répondre à quelques-uns des commentaires que je choisis comme ça en défilant hein, les commentaires. Là j'en ai un tout premier qui me vient, c'est Laurent donc qui dit: le souci c'est que si tu te fais écraser ton CC même endroit, eh bien ton assurance va te rembourser au tarif de l'année d'achat, moins l'usure, donc un CC qui coûtait 50 000 € en 2019 et que tu achètes 40 000 aujourd'hui, en te disant que tu fais une bonne affaire, eh bien prie de ne pas avoir d'accident car ton assurance elle va t'en donner max 30 000. Faux. Ça c'est vrai chez certaines compagnies et c'est faux dans d'autres. Je vais te citer l'exemple de la MAF, de mon assurance. Je suis assuré sur la valeur actuelle. Je suis assuré sur une valeur. En fait, j'assure mon véhicule, et je l'ai assuré en fonction de la valeur marchande. Alors, il y a plusieurs critères dans ton assurance. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs assureurs. Il y a des assureurs qui vont te rembourser sur la base de l'Argus. Sur un camping-car, on va dire que c'est quasiment impossible aujourd'hui d'accepter une assurance comme ça. Ça sous-entend que oui, tu vas pas payer cher, mais en effet, tu vas pas être assuré à la valeur normale du véhicule. Il y en a certains qui assurent à la valeur de remplacement, et c'était le cas avant systématiquement. Aujourd'hui, tu vas avoir ton assureur qui va t'évaluer ton véhicule au moment du sinistre. Il va l'évaluer avec un expert qui va l'évaluer au plus bas, bien sûr. Et ça, tu vas pouvoir le contester. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à trouver l'équivalent de ce véhicule au tarif qu'on te propose, ils vont devoir revoir leur copie. L'assureur, lui, son but, c'est de te rembourser le moins possible. Et toi, c'est d'avoir le plus possible. Donc, tu as matière à discuter et à prendre un expert toi-même, éventuellement, pour faire valoir ton bon droit, hein, tout simplement.
hein. Et ensuite, il y a des assureurs qui vont t'assurer à une valeur que tu auras toi déterminée. Donc tu vas payer un montant qui va être plus élevé si ton camping-car vaut plus cher, bien sûr. Si tu as un camping-car qui vaut 80 000 € aujourd'hui et que tu désires qu'il soit assuré sur cette valeur, bah, l'assurance va te faire une prime d'assurance en fonction de la valeur déclarée, hein. Et ça, moi, le mien, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour te sécuriser encore, mais de toute façon, si tu lis ton contrat, ce sera noté noir sur blanc. Pour te sécuriser encore, ben, tu peux très bien toi-même demander une expertise du véhicule, payer une expertise toi-même, ça ne va pas te coûter très cher, mais en cas de sinistre, tu vas être remboursé sur cette expertise, bien sûr. Je parle notamment, par exemple, en exemple du camion qu'on a présenté, le camion chalet. Tu sais, ce camion avec à l'intérieur, c'était un peu comme un chalet. Ben, eux, ils ont assuré pour le prix. Alors, le porteur était assuré au prix du porteur, mais au niveau de l'aménagement, ça a été assuré sur une valeur expert. Et ils ont fait évaluer tout cela. Ça a été évalué 69 000 €, 70 000 €. Ben voilà, en cas de sinistre, quoi qu'il arrive, ils auront au moins cette somme. Ça, c'était le prix de la cellule et de l'aménagement. Après, il y avait le porteur. Ils n'auraient peut-être pas eu grand-chose parce que le porteur n'était pas récent, mais en attendant, ils ont une assurance. Ça, c'est pour clore le débat. Si tu as payé ton véhicule trop cher, en cas de sinistre, tu ne seras pas remboursé la valeur d'achat. Renseigne-toi auprès de ton assurance et prends les options nécessaires ou prends la compagnie d'assurance qui va te permettre d'être garanti en fonction de ton achat. Il y a une valeur aujourd'hui, cette valeur, c'est la valeur marché en fait, hein. C'est tout, hein. Alors le sujet du permis B à 4 tonnes 250, c'est un gros sujet. Sur le net, oui, il y en a beaucoup qui se sont emparés de ce sujet qui n'intéressait personne au moment où la consultation, au moment où on a véhiculé cette consultation européenne, hein, ça n'intéressait personne, hein, c'est simple, il y en a très très peu qui en ont parlé. Parce que ça n'intéressait personne. Il y a la FICM, donc les gens avec qui je suis en contact à la FICM, c'est une association qui militent pour les droits des véhicules de loisirs, hein. Ben, ils ont appelé plusieurs personnes qui font du contenu comme moi et il n'y a personne qui a répondu quasiment, hein. Je pense que moi j'en ai parlé, il y a eu le petit Marcel et ça a été tout en fait, hein. Il n'y a personne qui s'est intéressé à ce sujet. Tout le monde a besoin, il y en a énormément qui ont envie que le permis nous permette de conduire plus lourd pour pouvoir avoir plus de charges utiles, mais au final, personne n'a pris la peine de véhiculer cette info et aujourd'hui tout le monde s'en est emparé copieusement. Bon, pour le moment, le projet a été voté, hein, et on est d'accord sur l'augmentation en Europe, hein, à 4 tonnes 250. Il y a quand même le vote définitif qui interviendra en juin 2024. Alors là, il risque d'y avoir des modifications parce qu'il y avait une partie un peu controversée, c'était la visite médicale tous les 15 ans pour les détenteurs du permis B. Pour pouvoir continuer à conduire, il te faut une visite tous les 15 ans pour vérifier ton état de santé et tes aptitudes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes âgées qui conduisent et qui ne devraient pas conduire, hein. Et finalement, il y a même des gens qui sont sous anxiolytiques ou je ne sais, d'une manière récurrente toute leur vie qui ne devraient pas conduire non plus, c'est des dangers. Et des gens qui prennent des substances illicites qui ne devraient pas conduire non plus. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir une visite médicale. Moi, j'ai ma visite médicale tous les 5 ans jusqu'à maintenant, et je vais certainement passer à 2 ans après 60 ans pour le permis poids lourd. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de... Voilà, si vraiment on te refuse, c'est vraiment que tu vois pas clair, hein. Je le dis, hein, c'est vraiment que tu as un gros problème de santé. Donc, je trouve ça plutôt sécure, mais ça, c'est très controversé. On est... en fait, l'un des derniers pays, des 4 pays, je crois, en Europe, à avoir le permis à vie. Et je pense que là-dessus, il risque d'y avoir une discussion ou tout au moins au 24 juin, avant le vote définitif. Il risque d'y avoir un complément de loi à ce sujet-là. Mais pour le reste, pour le permis B à 4 tonnes 250, il semblerait que ce soit sur les bons rails, hein. Est-ce que maintenant la France va obéir à l'Europe? Alors il faut savoir que quand tu n'obéis pas à une loi européenne, hein, quand tu veux sortir de cette loi européenne et que tu veux faire à ta sauce,
Un pays qui décide de ne pas suivre, eh ben, il paye des amendes. Hein. Ça a été le cas avec le permis, avec la limitation chevaux au niveau des motocycles. Hein, et maintenant, ils ont été obligés d'augmenter et de faire comme les autres et de laisser les motos libres. Mais ça a duré quelques années. Et pendant un bon nombre d'années, ben, la France a payé, payé des amendes parce qu'elle ne respectait pas la loi européenne, en fait. Hein. C'est autorisé, on peut ne pas respecter la loi européenne. Je ne vais pas développer là-dessus parce que je ne suis pas un expert, mais pour avoir été dans la moto, je sais que le gouvernement payait pour pouvoir garder cette limite à 100 chevaux. Ça pourrait être également la même chose pour le camping-car, mais j'y crois pas. Hein. Je dois t'avouer que j'ai plutôt tendance à penser qu'on augmentera, qu'on va suivre la tendance à 4 tonnes 250 pour le véhicule électrique par exemple. C'est une obligation. Alors le véhicule électrique a du plomb dans l'aile, mais bon, nos gouvernants veulent aller dans ce sens-là, donc forcément ce serait un peu faire l'inverse que de continuer à limiter des utilitaires à 3 tonnes 500. Ça n'interviendrait pas avant 2028, et alors il y a quand même dans le lot quelque chose sur lequel il faut s'inquiéter. Si on passe aujourd'hui à 4 tonnes 250, je pense que ce sera plus compliqué de rouler en surcharge. Hein, parce que une loi qui arrive, ça peut faire une contrepartie et on peut avoir des contrôles beaucoup plus nombreux sur la charge. Hein, sans compter qu'aujourd'hui, on taxe le poids sur les voitures. Hein, quand tu as une voiture qui dépasse 1800 kg, je ne sais même pas si aujourd'hui c'est pas 1600 kg, tu as une taxe supplémentaire. Ça pourrait très bien se renforcer là-dessus, parce qu'on estime qu'un véhicule lourd consomme plus, à juste titre, et on pourrait très bien augmenter les taxes. Et pour contrôler tout ça, on pourrait très bien faire des contrôles inopinés sur la route. C'est beaucoup plus qu'aujourd'hui. En tout état de cause, voilà un petit peu ce que j'en pense. Alors découle de là, bien sûr, un questionnement sur les modèles et les marques qui pourraient passer en 3 tonnes 800 ou 3 tonnes 850 ou 4 tonnes 250 ou peu importe. Et on m'a demandé de développer là-dessus et de donner des modèles et des marques. Je ne vais pas pouvoir faire une enquête là-dessus, en fait. Hein. Ça va être très compliqué parce qu'il y a énormément de modèles et voilà, je vais en oublier, on va me critiquer parce que j'ai oublié tel modèle, on va me dire non mais... Voilà, donc ça c'est... En fait, je peux pas faire ça. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des indicateurs comme les véhicules italiens, par exemple. Hein. Les véhicules italiens, aujourd'hui, un Italien roule avec 4 tonnes 250. Avec son permis B, et donc ils ont des camping-cars la plupart du temps en 4 tonnes 250. Et ils sont détarés un petit peu, je dirais. C'est pour ça que souvent, il y avait, sur les anciens, tout au moins, il y avait très peu de charges utiles, ou quelquefois pas du tout. Ils sont descendus à 3 tonnes 5 pour le marché français. C'est déjà un indicateur. Les Allemands également ont beaucoup de véhicules qui sont en 4 tonnes 250, parce que c'est pareil. Sur le marché français, les véhicules français, ça va être un peu plus compliqué, bien qu'il y ait quand même des véhicules qui sont vendus à l'export, mais on fait souvent des véhicules pour son propre marché, et c'est vrai qu'il y en a énormément qui restent en 3 tonnes 5, qui ne pourront pas monter en 4 tonnes 250. Il y en a certains, je pense notamment au groupe Rapido, hein, Fleurette, Florium et Rapido, qui sont en 3 tonnes 850. Il y a quelques châssis qui sont en 4 tonnes 250, mais ils sont rares. Tu as notamment des 90-90, 90-91, 90-92, qui étaient en motorisation 160 chevaux, avec les châssis Maxi, qui eux sont quelquefois en 4 tonnes 250. Mais quelquefois, ils restent aussi en 3 tonnes 850. C'est compliqué de te dire précisément. La seule vraie certitude que tu peux avoir, c'est de consulter bien sûr le concessionnaire ou le fabricant. Hein. Tu auras une réponse qui va être quand même assez tardive, et quand tu veux acheter un véhicule, ben souvent tu as la réponse quand le véhicule est déjà vendu. Tu peux aussi t'intéresser au marché et regarder ce qui existe en poids lourd et en VL en même temps au moment d'acheter un véhicule. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu dois investir, si tu dois mettre beaucoup d'argent dans un camping-car en 3 tonnes 5 et que en 2028, tout passe à 4 tonnes 250, si ton véhicule ne peut pas monter au-dessus de 3 tonnes 5, ben, tu vas te retrouver avec un truc un peu difficile à vendre en fait. Hein, un peu plus difficile à vendre que si tu avais la double homologation. Voilà. Une double homologation, aujourd'hui, elle n'est pas indiquée sur les papiers qu'on te donne en France. En Belgique, c'est différent. En Belgique, on fournit tous les papiers. Et souvent, tu as le COC pour un véhicule d'après 2008, tu as souvent d'autorité le COC qui est avec les papiers du véhicule. Donc ça te permet de savoir tout de suite si on a 2 tonnages différents.
En France, c'est différent. En France, on ne donne pas ces papiers. La plupart du temps, le concessionnaire le garde en archive dans ses papiers, puis au bout d'un moment, il balance tout. Ce qui fait qu'au moment où tu as besoin, tu es obligé de redemander les documents au constructeur. Et souvent, le constructeur, c'est un service de documentation, ils sont peu nombreux, il y a du monde qui demande, et c'est super long, en fait. Voilà. Voilà ce que je peux te dire sur cette augmentation éventuelle, mais qui se précise quand même, du permis B. Il faut quand même rester prudent, hein, il ne faut pas s'enflammer, parce que tout peut arriver encore, hein. Tu sais comment ça se passe. Pour le moment, je dirais que c'est en bonne voie. J'y croyais pas trop, honnêtement, hein, quand on a eu contact après la dernière consultation qui a été faite par la Communauté européenne. Ils se disaient qu'on était plutôt sur des véhicules à 4 tonnes 250, mais en électrique, et uniquement en électrique, que pour les électriques, que pour les véhicules avec des énergies comme le gaz, le GPL. Pour ce qui concerne des énergies non polluantes, on parlait justement d'augmenter la charge à 4 tonnes 250, mais pas pour les autres. Et là, aujourd'hui, vous voyez, c'est reculé un petit peu et on serait sur la totalité du parc. On pourrait avoir des véhicules qui font 4 tonnes 250. Voilà. Alors David, oui, je lis tous les commentaires. Tu m'écris un commentaire je connais très bien David, on s'est déjà rencontrés. Il est difficile de trouver, même avec un budget de 80 000 €, ce qui fait rire les concessionnaires d'ailleurs, un CC avec double plancher, chauffage Aldé, une vraie boîte auto. Oui, en fait, double plancher déjà, aujourd'hui, en 3 tonnes 5, c'est compliqué. Les constructeurs aujourd'hui sont obligés de respecter les 500 kg de charge utile. Ils ne peuvent pas logiquement te vendre un véhicule qui sort de concession avec les accessoires dessus. Tout comme nous, par exemple, quand on vendait de la moto, on ne pouvait pas sortir la moto avec un pot d'échappement et une moto débridée. Il fallait que le véhicule revienne pour pouvoir faire ces choses-là, mais on n'avait pas le droit, en toute logique, de sortir le véhicule directement équipé. C'est un peu le cas aujourd'hui chez les concessionnaires. On est obligé de garder 500 kg de charge utile, ce qui fait que 500 kg de charge utile, un plancher double, il y a 2 planchers. Donc ça fait du poids en plus. Je ne sais pas à combien on peut estimer un double plancher au niveau du poids, mais il y a une structure. Il y a un plancher, donc forcément, ça prend du poids. Est-ce qu'aujourd'hui, ça rentre dans 3 tonnes 5 ? J'en doute. On a quelques véhicules comme les... Je me souviens du Mobile Veta Kea avec un double plancher technique, les Kayach également, hein, sur lesquels il y en avait un qui n'avait pas de double plancher, l'autre avait un double plancher, mais la charge utile était ridicule. Aujourd'hui, cette charge utile-là est plus possible. Donc, on est obligé de la respecter. Tu achètes aujourd'hui un e-Smooth chez Niesman, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, il n'y a aucun accessoire en fait. Si tu l'achètes en 3 tonnes 5, il existe également en poids lourd, tu n'as rien. Et si tu commences à ajouter des options, c'est fini, tes 500 kg, tu les as plus. Donc, je te dirais que, voilà, double plancher, déjà, c'est plus lourd. Chauffage Aldé. Sur un Truma, tu as juste ton chauffage avec des trucs en espèce de carton aluminisé pour faire la ventilation, et c'est tout. Chauffage Aldé, tu as tout le circuit de refroidissement, tuyaux en aluminium, avec des petits radiateurs, avec la chaudière. Il y a tout un tas de choses en plus. Tu augmentes encore, même si c'est que 30, 20 kg, 10 kg, je ne sais pas. C'est du poids en plus. Donc ça, c'est encore une difficulté. Boîte auto, boîte auto incroyable aujourd'hui. De toute façon, si tu achètes du neuf, ça va être forcément une 9 vitesses. Hein, ça va être la ZF 9 vitesses qu'on a aujourd'hui sur tous les Ducato. Tu vas par contre avoir un moteur qui va être un petit peu faible en cylindrée, hein, puisque c'est la tendance. En neuf, c'est impossible. À 80 000 €, c'est impossible. Pour moi, le combo double plancher, chauffage Aldé et boîte auto, c'est impossible. Tu vas pouvoir avoir un véhicule avec une boîte auto, ça c'est sûr, 9 vitesses, mais tu oublies l'Aldé et tu oublies le double plancher pour 80 000 € surtout. Même quand tu passes au-delà, à moins de taper dans l'occasion, sur le neuf, c'est devenu quasiment impossible. Il faudrait une fois que je fasse une recherche des véhicules qui proposent ce type de prestation en VL. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup sur le marché. Je pense que c'est vraiment très rare. Aujourd'hui, les constructeurs, avec les prix prohibitifs, alors c'est vrai que les châssis ont considérablement augmenté, il y en a qui partagent le prix, mais l'augmentation, il ne faut pas tout mettre sur le dos des assembleurs, c'est aussi quelquefois le châssis qui a augmenté. Tout le monde participe à l'augmentation, hein. Moi ce que je vois, je m'en fous de tout ça. Si j'achète un camping-car, moi je vois le prix que je vais payer par rapport à ce que j'aurais payé en 2019. Après, qui propage l'augmentation, je m'en fiche, moi. Au moment où je vais acheter un véhicule, ce qui m'intéresse, c'est le prix que je paye. Je pense qu'avec cette augmentation prohibitive, il pourrait y avoir une marque qui se décide à utiliser des matériaux ultra légers et solides, qui coûteront certes beaucoup plus cher, mais avec des prestations de véhicules poids lourds, en VL, tu vois, en utilisant des matériaux vraiment très très légers,
mais très solides, qui existent dans l'aérospatial, par exemple, qui existent dans tout un tas de domaines. Il suffit d'aller les chercher. C'est sûr que la mise en œuvre va être différente, le coût va être différent, mais ça passe par là pour faire quelque chose qui tient la route. Steph de la machin, je sais pas quoi, qui dit cette flambée des prix ressemble à une concurrence, à un problème de concurrence inexistante. Et en effet, aujourd'hui, il y a un monopole chez les concessionnaires déjà, hein, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure en début de vidéo, il y a énormément, aujourd'hui, il y a une énorme partie, je ne sais pas si on peut vraiment mesurer en pourcentage la quantité de concessions qui appartiennent au groupe Trigano déjà. Donc là, on dicte, hein, moi je vois Jeanlin par exemple dans le 74, ils ont toutes les marques, quasiment toutes les marques. Et aujourd'hui, tous les vendeurs obéissent à un patron. Et s'il a envie de favoriser une marque ou une autre, il applique des remises plus sur une marque qu'une autre. Il peut réguler son marché comme il souhaite. Et ça, on laisse faire. Moi, personnellement, si j'avais acheté une voiture neuve, j'achèterais jamais chez Jeanlin, en fait. Jamais. On peut pas décider de faire la pluie et le beau temps comme ça, en rachetant toutes les marques et en disant aujourd'hui, je suis tout seul, de toute façon, je fais ce que je veux. C'est une forme de pouvoir qui aujourd'hui devrait être interdite, comme d'ailleurs le groupe Trigano qui rachète toutes les concessions en France, tous les grands groupes. Ça devrait être interdit, ça. On ne devrait pas l'autoriser. Un commentaire de Richard Tricher, voilà, je ne veux pas dire son nom, il est trop compliqué. Salut, quelle est la raison de cette augmentation? On a d'abord commencé par ce problème énorme qui a mis le coup de frein quasiment à toute l'Europe, hein, peut-être même au monde entier. Donc des usines qui ne produisent plus, donc une pénurie de matériel, donc une augmentation des coûts, et voilà, tout simplement. En fait, quand il y a une pénurie, si aujourd'hui tu as 10 camping-cars à vendre pour 50 acheteurs, pourquoi tu laisserais ton camping-car à bas prix? Tu vas l'augmenter en fonction de la demande. Et c'est un peu ce qui s'est passé. En créant cette pénurie, ça a engendré des augmentations. Les châssis qui permettent de fabriquer les camping-cars ont commencé à devenir un peu plus difficiles à obtenir, avec des délais de plus en plus longs, des priorités pour donner, par exemple, un peu plus de châssis à des transporteurs, et puis léser un petit peu les marchands de camping-cars, et les fabricants de camping-cars qui commandaient des châssis et puis n'en avaient même pas la moitié. Comment tu fais? Quand t'as pas assez de matériel, tu dis, on va jouer sur la qualité maintenant, on va valoriser le peu de produits qu'on arrive à obtenir. Au début, on dit on va valoriser, mais finalement on valorise pas vraiment, on augmente juste le prix, on produit moins et on gagne plus. Et après, pour revenir en arrière, tu vois bien le carburant. Le carburant, ça augmente, ça flambe. On garde un niveau, mais on redescend jamais en fait. Jamais tu redescends. Jamais on reverra du carburant à 1,20 € aujourd'hui, au litre gasoil, ou 1 € même, comme ça a été le cas pendant cette fameuse arrêt complet. L'augmentation acceptée devient règle. Ça continue comme ça. C'est ce qui peut expliquer une énorme augmentation. Là, je suis en train de discuter avec quelqu'un qui vend un camping-car. Il me relate qu'il a acheté son camping-car en 2023 et en 2024, il a pris 15 000 balles. 15 000 balles en une année. Alors c'est sûr, on est sur des montants qui dépassent 200 000. Puis comment tu justifies 15 000 € en une année, toi, d'augmentation? C'est énorme. Voilà, c'est tout. Après, il y a un abus, hein. Il y a l'appât du gain, il y a le rendement. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que suite à cette pénurie de composants, de châssis et de tout ce qui constitue un camping-car, eh bien, en effet, on a amélioré les marges. Une petite question de Patrick. Bonjour, es-tu toujours fan de Sigic? Merci pour ton retour. Alors, pour rappel, Sigic, c'est une application GPS que tu peux mettre sur un téléphone portable. Et moi, c'est une tablette dans mon camping-car. C'est le GPS que j'ai choisi. En fait, aucun GPS n'est parfait. Je dirais que celui-ci, c'est le moins pire pour moi. Pour mon camping-car poids lourd, ça me permet de rentrer les dimensions du véhicule et de pouvoir passer sans trop d'encombre à peu près partout et sans me tromper surtout de trajet. Maintenant, quelquefois, il fait faire des conneries quand même, mais beaucoup moins que, par exemple, une marque très connue de GPS. Même les marques, même les bonnes marques, celles qui ont été dites, oh là là, c'est super, et finalement, il y en a certains qui me remontent des infos négatives. Il y en a certains, il y a des GPS bon marché qui ont emmené des gens dans des galères. Donc, personnellement, moi, il m'a jamais emmené vraiment dans une galère, mais quelquefois, quand c'est des routes que tu connais, tu te rends compte qu'il t'a fait prendre des raccourcis ou des trucs qui servaient à rien. Bon, voilà, ça c'est un petit peu l'eau de tous les GPS. En règle générale, je suis plutôt satisfait.
On arrive au bout de cette vidéo. Regarde ce que je suis obligé de faire. Je suis obligé d'attacher. Alors bon, c'est pas très bien attaché. Tu vois, c'est ça qui est un peu... C'est pas mal, mais c'est tout qu'il y a du vent. Regarde, ça gonfle de partout. Alors moi, j'ai 2 protections. J'en ai une à l'intérieur aussi. Mais du coup, là, regarde comme ça souffle. C'est un truc de dingue. Regarde ça, ça se décolle de partout, là. Quand il y a le vent, c'est terrible. Hein. C'est vrai que si j'avais su qu'il y avait autant de vent, j'aurais rentré le véhicule dans le garage. Je l'ai pas fait, c'est trop tard. Le prochain véhicule que tu vas voir, la prochaine vidéo que tu vas voir sur la chaîne, c'est un 3 essieux, un beau véhicule. Hein. Le 3 essieux qui est ici, voilà, le camping-car de Céline et Alain, donc qui a été vendu. Sa propriétaire va venir le récupérer. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient le stationner ici en attendant. Parce que ça y est, il est vendu, il est payé et tout. Et la personne qui l'achète, elle a un permis autobus, autocar, mais elle n'a pas le permis poids lourd. Donc elle fait le C1. Elle l'a normalement ces jours-ci. Donc elle viendra récupérer son véhicule. Je vais en avoir un dans la même dimension. Hein. Je vais rentrer à l'intérieur parce que c'est infernal. La prochaine vidéo maintenant, ce sera sur Thunder Truck. Ne la loupe pas, ça aidera la chaîne. Jeudi, tu vois, j'ai changé les 6 pneus, ça y est. Et tu vas voir un petit peu tout ça. Je ne vais pas parler que des pneus parce qu'on ne va pas faire que de parler de pneus. Je vais te parler également de la cellule et de l'avancement de la cellule. Je vais te parler des projets que j'ai encore en supplément sur ce véhicule. Donc ne loupe pas cette vidéo, ça aidera la chaîne, ce serait sympa. La dernière n'a pas trop bien fonctionné. On a 6500 vues, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on a fait précédemment. Donc si tu peux, même si tu la regardes que d'un œil, si tu peux la faire défiler pour la regarder, ça référencera un petit peu mieux la chaîne et puis ce serait sympa, ça m'aiderait. Voilà. Eh bien écoute, sur ce je te souhaite un bon dimanche. Je sais pas si c'est comme chez nous ici, si tu as le même temps. Nous vraiment le temps est pas terrible. Les nuits étaient assez fraîches là dernièrement et puis là il y a beaucoup de vent. J'espère que logiquement le vent devait tomber à 17 h. Pour le moment il y a toujours du vent. On verra bien. Ciao la famille, à tout bientôt. You make me lose my mind like